Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous nous trouvons, vous pouvez le constater, au ministère de la Santé pour parler encore une fois de cette explosion des contaminations à la Covid-19. Nous enregistrons depuis plus d'une semaine, vous le savez, quelque chose comme 1000 contaminations et encore ces chiffres ne sont pas très représentatifs de la réalité des choses, vous diront plusieurs spécialistes. La situation est alarmante, c'est le moins que l'on puisse dire. Nos hôpitaux sont saturés, certains médicaments sont en manque et notre personnel médical endeuillé et désemparé. Quelles sont les mesures immédiates qui doivent être prises pour pouvoir lisser la courbe exponentielle de l'épidémie? A-t-on une visibilité de l'évolution de la situation d'ici quelques jours, voire quelques semaines? On parlera également de l'acquisition du vaccin contre la Covid-19, sur lequel beaucoup d'espoirs sont fondés malgré les appréhensions. Dans cette émission, on posera vos questions au premier responsable du secteur, le ministre de la Santé, le professeur Abdelrahman Benbouzid, qui est accompagné ce soir du professeur également Smaïl Msbah, ministre chargé de la réforme hospitalière, mais également, vous pouvez le voir d'ailleurs à l'image, d'une partie du comité scientifique de suivi de la pandémie, dont certains vont intervenir pour répondre à vos questions. Monsieur le ministre, bonsoir, merci de nous recevoir. Bonsoir madame, voilà, marhaba, c'est beaucoup d'honneur que vous nous faites d'être là, de vous présenter au ministère, donc et de nous donner encore une occasion d'informer les citoyennes et citoyens de la situation. Et comme d'habitude, nous faisons donc comme ceci, c'est-à-dire avec l'ensemble des collègues, une partie des membres du comité scientifique qui auront aussi à intervenir parce que nous sommes au même niveau d'actualité, au même niveau de connaissance. Oui, on a compris que c'était par souci donc de transparence que tout ce monde est là pour répondre justement aux questions des téléspectateurs. Je le disais à l'instant, la situation est alarmante, les contaminations explosent dans les grands centres urbains où les hôpitaux sont aujourd'hui littéralement dépassés à un taux d'occupation de 100%. Nous n'avons pas les moyens de dépister, voire de diagnostiquer nos malades qui vont le faire au prix fort, au privé. Nous avons en gros du mal à répondre aux exigences de l'évolution de la crise. Pourquoi nous en sommes là, Monsieur le Ministre? Est-ce qu'on n'a pas pu prévoir le rebond de l'épidémie, voire l'arrivée de la deuxième vague? D'abord, l'approche que vous faites, situation alarmante, c'est bien. C'est bien, ça nous permet peut-être, par les propos, peut-être d'atténuer un petit peu. Elle est alarmante. Dès qu'il y a décès, c'est alarmant. Dès qu'il y a une situation qui affecte tout le monde, sans épargner une tranche de population ou une région, c'est alarmant. Il faut, et nous le précisons à chaque fois, c'est partout dans le monde. C'est-à-dire ce rebond, ou cette deuxième vague, elle a commencé partout dans le monde, aucun pays n'est épargné. Notre pays, donc, à l'instar de ce qui se passe un peu partout dans le monde, est aussi secoué par cette seconde vague et pour laquelle nous sommes mieux préparés que pour la première, parce que là, nous n'avions pas de dispositif de protection, le personnel n'était pas préparé. Maintenant, c'est vrai que les chiffres sont élevés, sont à 3 chiffres, sont au-dessus de 2000. Il n'y a pas de saturation à 100%. Il y a des hôpitaux qui ont une saturation, enfin un taux d'occupation. Bon, il y a au moins 10 régions du pays, 10 wilayas qui ont 0 cas. Donc il y a 0 cas, 0 saturation. Il y a un grand nombre de wilayas qui ont 10, moins de 10. Donc ce sont surtout les grands centres urbains où il y a promiscuité, rapprochement de population, enfin un tas de situations qui se surajoutent et qui s'additionnent et qui aident à la propagation du virus. Nous parlons d'Alger, ce qui est la plus grosse agglomération. Effectivement, il y a des hôpitaux à 100%. Mais à un jet de pierre, l'hôpital est à 80 ou 75. Donc, nous le disons, nous le répétons et nous essayons de faire face. C'est la coordination. C'est cela qui nous manque. Comment un malade ou un sujet qui est atteint, qui est bas dans un hôpital, à qui on dit il n'y a pas de place, comment ne l'informe-t-on pas, ne le déplace-t-on pas, c'est cela le problème. Et nous sommes en mesure maintenant d'amorcer une solution par des brigades mobiles,
par la communication, l'information, l'écoute, une cellule qui est au niveau du ministère qui essaie un petit peu d'organiser. Nous ne sommes pas dans une situation où certains demanderaient ou demandent des hôpitaux de campagne ou autres, ou l'utilisation d'hôtels. Nous sommes dans une situation véritablement alarmante, mais maîtrisable et maîtrisée. Alors vous disiez à l'instant, en tout cas, que dans les grands centres urbains, il y a un taux d'occupation de 100%. Il y a aussi des réanimations qui fonctionnent aujourd'hui avec des listes d'attente. On renvoie des gens chez eux. J'ai envie de revenir avec vous justement sur les moyens. Alors la première vague, vous le disiez à l'instant, a pris au dépourvu de nombreux pays, notamment en Europe. Chez nous, nous avions quand même pris de nombreuses mesures. Vous vous rappelez, Monsieur le Ministre, un stock de traitement, des lits de réanimation. On avait parlé de quelque chose comme 25 000 lits, voire 40 000 lits. On avait donné même ce chiffre. On avait même parlé de l'éventualité de transformer des hôtels en lits hospitaliers pour augmenter les capacités hospitalières. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? On n'en est pas encore là, Monsieur le Ministre? Alors, vous avez tout à fait raison. Vous faites une lecture, nous avons une autre lecture. Lorsqu'on dit taux d'occupation à 100%, ça c'est un taux général. Vous pouvez trouver à côté 100% et à côté 35%, et c'est le total qui peut-être se nous met dans cette situation. Je vous renvoie au professeur Rahal, qui est le directeur général des services de santé, qui a le point de la situation à tout moment. Il vous dira quel est le taux d'occupation à l'échelle du pays, et puis dans les villes, et puis même à Alger, quel est le taux d'occupation en réanimation et dans les lits conventionnels. Oui. Professeur Rahal Elias, vous êtes DG des services de santé. Vous avez la parole. En fait, par rapport à votre question, nous sommes actuellement à 7523 malades hospitalisés au niveau national. Dans les lits d'hospitalisation, tous les lits d'hospitalisation sont dotés d'une source d'oxygène, où on pourrait éventuellement utiliser une CPAP ou une VNI. J'entends par là une ventilation non invasive. Et nous avons 586 malades hospitalisés sur tout le territoire national au niveau des lits dits de réanimation. Alors, les lits dédiés actuellement sont de 18 735 au niveau des lits d'hospitalisation, j'entends par là. Et nous sommes à 1505 lits de réanimation sur tout le territoire national. Ça voudrait dire que nous sommes à un taux d'occupation officiel sur le plan national à 40,15% au niveau des lits d'hospitalisation, et nous sommes à 38,94% au niveau des lits de réanimation. Mais le grand souci, c'est que, au fait, quand vous parlez un peu de la situation sur le territoire national, en fait, on parle plus voilà. Des grands centres urbains. Je pense qu'il y a un biais, médiatique. Vous avez des villes qui sont surmédiatisées et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Jusqu'à l'heure actuelle, en fait, nous avons, nous, un chiffre référence du mois de juillet où nous étions à plus de 12 000 malades. C'est, en fait, notre expérience, et chaque pays a sa propre expérience. Nous sommes actuellement, où nous étions à 12 000 malades pour 20 000 lits. Là, pour 7 523 malades, nous sommes à 18 735. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dépassés. C'est vrai qu'au niveau d'Alger, il y a un grand souci, parce que je pense que vous visez par là la wilaya d'Alger. La wilaya d'Alger, nous avons remarqué qu'il y a une forte demande des centres hospitaliers universitaires. Oui. Je prends l'exemple, par exemple, de l'hôpital Ain Taïa. Aujourd'hui, nous avons 78 lits vacants. Au niveau de l'hôpital de Kouba, nous sommes à 26 lits vacants. Au niveau de Ben Aknoun, nous avons 48 lits vacants. Par contre, l'hôpital de Mustapha, sur les 90 lits de réanimation dédiés, 52 sont occupés. Mustapha, depuis quelques jours, est en train d'augmenter sa capacité d'accueil en réanimation. D'accord. Parce qu'il faut juste ne pas oublier que nous avons d'autres pathologies. Ça voudrait dire que nous sommes en train de soustraire des lits des autres pathologies pour les mettre à la disposition du Covid. Je pense qu'il y avait le 23 mars dernier un arrêté ministériel qui disait qu'en situation épidémiologique, tous les services sont Covid à part les urgences médico-chirurgicales. C'est quelque part aussi le prix à payer, professeur Rahal. Monsieur le ministre. Exactement. Non. Je crois que les chiffres sont les chiffres.
Quand il dit qu'il y a un taux d'occupation de 40%, c'est à l'échelle nationale. Il y a, je peux vous citer des wilayas où il y a 0 lit. Et puis, additionné à ce qui se passe ici, on arrive à quand? Effectivement, il y a des situations. Nous, ce qu'on doit faire, ce qu'on fait, c'est voir point par point. Parce que si on prend les statistiques nationales, elles sont rassurantes. Mais il y a un problème arbitraire, c'est 100%. Oui. Moi, je vois le citoyen, moi, je vois le citoyen qui va à Boufarik et qui ne trouve pas de place. Absolument. Et là, on me dit qu'à Intaya, il y a de la place. C'est cette coordination qui pose problème. Mais pour dire que globalement, ce qui est dit, ce qui est déclaré, ce qui est écrit, ce qui est peut-être amplifié, ce ne sont que les cas négatifs. Il faut quand même qu'on sache qu'il y a des wilayas qui sont épargnés, qu'il y a des hôpitaux qui travaillent, qu'il y a quand même des lits, qu'il y a des gens qui sont soignés, qu'il n'y a pas que des problèmes, quand bien même nous reconnaîtrions qu'il y a véritablement des problèmes. Mais la coordination est très très difficile. Et puis je renvoie tous nos concitoyens et concitoyennes un petit peu à lire ce qui se passe dans le monde. Lorsque cette situation dépasse les moyens d'un pays, absolument, je vous assure que vous avez des similitudes partout, que ce soit en Italie ou aux États-Unis. C'est comme ça, les situations difficiles, les situations de pénibilité, les situations, les séismes, les guerres et tout, ceux qui sont satisfaits rentrent chez eux. C'est une partie, et ils ont tout à fait raison, qui mettent un petit peu en relief les insuffisances ou qui alertent, et c'est tout à fait normal. Mais la situation... Mais c'est bien d'alerter parfois, monsieur le ministre, quand même. Tout à fait. Moi, je vous rejoins, je vous dis, c'est normal. C'est normal, ça nous permet, nous, de développer plus d'attention, plus d'entrain, plus... ça, c'est normal. Mais juste pour dire que la situation n'est pas dégradée au point où c'est dit un petit peu comme ça. Nous avons nos chiffres. Oui, on n'en est pas encore, vous le disiez, en tout cas dans d'autres interviews que vous avez accordées à la presse, nous ne sommes pas encore au point d'avoir recours aux hôpitaux de campagne, parce que c'était prévu, vous vous rappelez, dans le plan de lutte au tout début, en mois de mars, vous en aviez parlé. Nous avons des plans de campagne, nous avons aussi... Peut-être qu'on a besoin de rassurer les gens qui nous regardent ce soir et rappeler les moyens qui sont mis à la disposition de nos hôpitaux, les moyens qui sont dégagés justement pour lutter contre cette deuxième vague qui fait peur. Il y a des moyens dans les hôpitaux. La distribution, l'information fait défaut. Il y a des moyens. Nous ne sommes pas dans une situation de besoin d'hôpitaux de campagne. Et puis c'est pour nous un spectre. Moi, je ne veux pas imaginer... Les hôpitaux de campagne, c'est une situation où cela dépasse et les hôpitaux et les hôtels. Pourquoi les hôpitaux de campagne? On a la salle Harsha, on a, je sais pas, la Safex, on a dans toutes les villes, il y a des salles des maisons de, enfin, il y a des salles dans tout. Il y a des salles de sport, les salles omnisport. Absolument. Donc pourquoi? Vous savez ce que c'est l'hôpital de campagne par ces temps-ci? C'est 9 degrés, peut-être moins à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de toilettes. Les conditions d'hygiène sont en dehors de quelques hôpitaux de campagne à petit nombre de lits et extrêmement développés. Les hôpitaux de campagne qu'on a mis à notre disposition sont des hôpitaux de campagne qui posent problème en matière d'hygiène. Imaginez une personne âgée au lit qui doit faire ses besoins. Il faut des latrines, il faut se déplacer et tout. Les hôpitaux de campagne sont là, il nous a été proposé. J'ai annoncé et j'annonce de nouveau que nous avons pour nous une structure qui est un hôtel. Je ne parle que d'Alger, parce que la situation, elle est tendue à Alger, mais les mêmes solutions sont trouvées ailleurs. C'est juste pour rassurer, avant de passer aux hôpitaux de campagne, je ne sais pas pourquoi les gens sautent d'emblée vers des situations extrêmes, alors que lorsque nous avions la situation en mars et tout, nous avions les hôtels. Oui, on en avait parlé. Chauffé. Il y a un chauffage, il y a des toilettes, il y a des lumières, il y a la télé, il y a Internet et tout. Pourquoi penser aux hôpitaux de campagne? Mais en fait, on ne veut pas y penser. Parce que y penser, cela dirait peut-être que nous ne maîtrisons pas et que nous avons déjà une situation non, nous espérons, dans les jours prochains, nous espérons, nous sommes, j'espère, au sommet de la cloche. Je pense que nous sommes à un plateau de 1000, 1100. J'ai le souhait. Est-ce qu'on a une visibilité aujourd'hui de l'évolution des choses? Du tout, du tout. Personne dans le monde n'a de visibilité. La seule visibilité, c'est les moyens qu'on met.
Si on met les moyens, si tout le monde porte les masques, si tout le monde se met aux mesures de précaution, à ce moment-là, on peut avoir une certaine visibilité. Non, juste pour revenir à ce que je disais, j'ai une structure, un hôtel, doté que nous 250 lits, d'hygiène, bien entendu, dans un hôtel avec tout le confort, chauffé et tout, et aussi de sources d'oxygène, c'est-à-dire un hôpital, puisque maintenant la réanimation dont nous avions besoin au début, c'était une réanimation conventionnelle, parce qu'il fallait, le professeur Rahal a parlé de CPAP et de VNI, ventilation non, c'est-à-dire on peut ventiler quelqu'un sans l'intuber. La CPAP, c'est une ventilation à pression positive. C'est un moyen qui a été utilisé surtout pour les apnées. Ça permet d'ouvrir et d'aider d'ouvrir les voies respiratoires. Nous avons des milliers. Donc, dans cet hôtel, entre guillemets, qui fera hôpital, il y a des CPAP, il y a des obus d'oxygène, il y a tout. Ça, c'est à côté. 250 personnes, vous vous rendez compte? Oui. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que si les hôpitaux sont saturés, il y a aussi des guérisons. Fourard vous dit toujours qu'il y a un nombre de guérisons, n'est-ce pas? Il y a des lits qui se libèrent. C'est la gestion des lits, c'est la gestion de la situation, c'est aussi la gestion de quelques malveillances, de quelques informations qui ne sont pas toutes vérifiées. Oui. Alors, vous disiez à l'instant qu'il n'est pas question d'avoir recours à des hôpitaux de campagne, même au plan à l'hôtel dont vous en parliez à l'instant. Alors, finalement, les capacités de notre système de santé sont là, peuvent répondre aux besoins. Beaucoup diront que la confusion qui prévaut justement aujourd'hui au niveau des services Covid, à cause du flux des malades, est due donc essentiellement à un problème de coordination entre les hôpitaux, parfois au sein même du même hôpital, au sein même du même CHU, et d'incompétence au niveau de certains DSP. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le ministre? Madame, je suis là devant vous, je suis le ministre de la Santé. Je reconnais nos insuffisances. Elles ont été annoncées même à un niveau au-dessus. Il est vrai que notre système de santé, à l'instar de notre économie, de beaucoup de choses, nous sommes arrivés à une situation où le pays a besoin de revoir ses textes, ses réflexes, de tout imaginer. Nous ne cessons de penser à cela. Et le système de santé, il n'est pas des plus mauvais. Il a montré une résilience, contrairement à ce qui se disait sur le système de santé. On a fait face. Je peux vous rappeler que depuis l'arrivée du premier cas le 25 février, sur un système de santé dont on disait qu'il était en plein délitement, que tout le monde réprouvait et tout, nous avons fait face pour la première vague. Nous sommes arrivés à un état d'assurance, descendu à 121 cas. Et alors, force aussi est de se comparer à d'autres pays, parce que ça aurait été une maladie que de l'Algérie, on resterait avec nous-mêmes. Mais là, on dit, regardez ce qu'il y a en Autriche, en Chine, au Maroc, en France et tout, et on voit la population, les moyens, on se dit, alhamdoulilah, on n'est pas dans une situation tels qu'ont connu des pays qui sont dotés de moyens financiers, de moyens industriels, de sociétés civiles apaisées aussi, il faut le dire, du système de santé qui ont pendant des années, des dizaines d'années, réussi à assurer une sécurité sanitaire. Donc avec tout cela, nous sommes arrivés à maîtriser la situation. Je peux vous assurer qu'avec le dévouement du personnel médical, de tous les corps de la santé, avec leur mobilisation, avec l'association de beaucoup de départements, avec la population, parce que je ne veux pas aussi la culpabiliser. Et puis je vous dis une chose, ce que nous constatons tous, c'est que, et cela a été annoncé, nous avons eu, vous avez lu dans la presse, une réunion du Premier ministre avec l'ensemble des walis. Ils disaient tous, même des wilayas hors wilaya d'Alger, oui, que 80-90% de la population portait les masques. Donc les gens commencent à se rendre soucieux un petit peu des mesures Donc nous ne sommes pas, nous gardons la réserve, nous gardons la mobilisation, nous renforçons nos moyens, nous veillons, nous sommes toujours là, mais nous ne sommes pas véritablement dans une situation qui fait que certaines informations sont données par-ci par-là, que nous avons d'ailleurs démenties. Voilà.
Oui. Alors, vous avez parlé du problème de coordination. Permettez-moi de revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour régler ce problème? Parce que c'est un problème grave. Il est pointé du doigt. Les hôpitaux, parfois, quand on a besoin d'évacuer un malade, on ne sait pas où se trouvent les places vacantes. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui concrètement pour régler ce problème, justement, de coordination? Alors, ce problème a été bien avant cette épidémie, a été déjà exposé au Conseil du gouvernement. Relativement aux urgences, parce que c'est surtout pour les urgences que nous avons accès ou entrepris une feuille de route pour régler les problèmes d'urgence. Et c'est en cours. Même si ça a été un peu impacté par le Covid, il y a des équipes qui travaillent et j'espère que si on atténue la tension concernant la Covid, nous allons peut-être montrer quelques résultats en matière de règlement des problèmes d'urgence. Parce que ce sont les urgences. Le Covid, c'est l'urgence. Est-ce qu'on pense à la numérisation aussi? Comment? Est-ce qu'on pense à la numérisation, Monsieur le Ministre? Alors, parler de la numérisation, nous avions ici l'Agence nationale de documentation de la santé, qui a perdu un petit peu de son efficience du moment que nous avons un peu numérisé dans les hôpitaux. Il y a d'autres sources de contact et tout. Elle a été dissoute et on a créé une Agence nationale de numérisation de la santé. Vous voyez tout l'intérêt que nous portons à la numérisation. Il y a un directeur général, il y a une direction générale, il y a toute une équipe. Nous sommes dans la numérisation. C'est une demande récurrente, appuyée, rappelée du président de la République, du Premier ministre. Nous ne pouvons pas avancer, quel que soit le domaine dans le pays, sans numérisation. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on est toujours devant un écran, aussi bien nos besoins, le personnel, les équipes et tout, que tout se fasse. Nous nous y mettons avec beaucoup de sérieux. Cela va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut que ça efface des habitudes, il y a une paresse, il y a beaucoup de choses. Et c'est cela le secteur de la santé. Et pourquoi M. le Président de la République a demandé une révision? Il a créé l'Agence nationale de sécurité. Et M. le ministre, professeur Ousbach, qui est présent ici, il est ministre délégué chargé de la réforme hospitalière. La réforme hospitalière, c'est tout cela. C'est tout cela, c'est beaucoup de choses et plus que cela. Vous dites, Monsieur le ministre, que pour le moment, il n'est pas question de revenir au confinement, encore moins à la fermeture des écoles. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui pour renforcer l'application des mesures déjà existantes? Est-ce qu'il existe entre vous et par exemple les collectivités locales, vous en parliez tout à l'heure, une coordination, parce qu'on a l'impression quand même que le relâchement ne vient pas uniquement de la part de la population, mais aussi de la part j'ai envie de dire, des personnes qui doivent veiller à l'application de ces mesures aussi. Madame, confinement, un terme qui revient bien sûr. Aujourd'hui, on ne confine pas. Demain, je ne sais pas. Et tout cela est lié justement aux mesures que nous édictons, que les membres du comité scientifique, à chaque fois réunis ici, donnent. Ce sont des mesures de précaution, les mesures que tout le monde connaît. Et mieux encore, ce sont tous les départements ministériels, tous les établissements, toutes les entreprises, enfin toutes les collectivités qui sont adressées à nous pour établir un protocole sanitaire fonction et adapté à chaque demande. Nous avons l'obligation, le devoir d'informer ceux qui viennent nous voir pour le protocole sanitaire. Quant à l'exécution du protocole sanitaire, cela ne nous appartient pas. Bon. Ceci dit, je suis en contact, mon département, si je parle, c'est pour l'ensemble, en contact avec tous les ministères. Et précisément, je pense que vous voulez venir à l'éducation nationale. J'ai régulièrement, tous les jours, un état dans les écoles, régulièrement, avec des graphes, des fromages, des courbes et tout, concernant le personnel enseignant, le personnel administratif, et des graphes et tout, à part les élèves concernant le primaire, le secondaire et tout. J'ai tous les détails qui me sont fournis, et puis on travaille bien sûr de concert. Les chiffres ne sont pas inquiétants du tout, chez les enfants. Les quelques cas observés, c'est 0,00, je vais loin, pour vous dire qu'en matière, les épidémiologistes, les collègues sont là, ils vous diront que quand c'est un taux de 1 sur, ce n'est pas source d'inquiétude. Bon, c'est toujours inquiétant, mais ça n'engage pas à des mesures.
Voilà, donc nous sommes en contact avec l'ensemble des départements, ils nous sollicitent, on les assiste, on travaille ensemble. C'est une épidémie. Elle est multisectorielle, elle affecte tout le monde. C'est la première fois peut-être que dans le pays, nous n'avons pas une affection qui est soit localisée à Hammam el-Ouel ou dans une région, une fièvre typhoïde. C'est tout le pays et c'est tout le monde. Alors pourquoi tout le monde? Je veux dire toute la planète. Nous aussi, nous prenons, n'est-ce pas, expérience de ce qui se fait partout dans le monde. Oui. Nous restons dans l'éducation nationale, Monsieur le ministre, si vous permettez. Alors il y a dans l'actualité également cet appel de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation à une journée nationale de protestation. La raison principale, lit-on dans le communiqué de l'UNPEF, étant les dernières déclarations du ministre de la Santé concernant la responsabilité des enseignants dans la transmission du virus. Votre commentaire, monsieur le ministre? Mon commentaire, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas être accusateur. Moi, je dis qu'il y a une incompréhension, c'est tout. Moi, j'ai dit des propos tout à fait spontanés, naturels, des propos de protection des enfants, des propos d'affection pour les enfants, pour dire que les enfants ne sont pas responsables, combien même ils le seraient. Les enfants, c'est mes petits-enfants, c'est vos enfants. J'ai dit, ce ne sont pas les enfants. Pourquoi? La Covid n'est pas née à l'école. Elle a précédé l'école. Alors pourquoi dire que l'école? La Covid a démarré avant l'école et l'école n'a pas entraîné d'exacerbation. Et puis l'école, c'est les enfants. Et l'école, c'est aussi les enseignants et c'est aussi les adultes. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais pour vraiment préserver les enfants, pour les protéger, ne pas les culpabiliser, ils sont innocents. Moi, si un enfant fait quelque chose, moi je suis responsable. Si mon petit-fils, mes enfants sont grands, si mon petit-fils fait, c'est moi parce que je ne l'ai pas informé, je ne l'ai pas retenu, je ne lui ai pas indiqué, je ne l'ai pas. Donc j'ai dit que les enfants doivent être épargnés de la discussion et s'il y a cas, ce sont les adultes, ce sont les enseignants et encore très peu pour dire que ce sont les enseignants ou l'administration. Et alors qui auraient contracté la Covid, j'ai dit soit dans le marché, la supérette, j'ai dit le café, on a dit le café. Mais madame, le café c'est quoi? C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de détente, c'est un lieu de rencontre. Ce n'est pas un lieu de débauche, le café. Nous allons dans les cafés. Donc j'ai dit, et pourquoi le café? C'est souvent dans le café ou dans la supérette ou dans le marché que les gens se retrouvent et discutent. Donc si les propos ont déclenché une incompréhension, j'en fais les excuses. C'est une parole spontanée qui n'accuse personne. Qui est beaucoup plus destiné à protéger les enfants et aussi destiné à une chose, à ceux qui réclament la fermeture des écoles. Il n'y a pas de pays qui ont fermé. Je peux le dire, les pays qui ont fermé. L'Autriche, la Turquie maintenant, je peux vous donner les données. Lorsque l'Algérie, atteindra le taux d'infectés par million d'habitants de l'Autriche, qui est le premier pays dans le monde à avoir le plus fort taux, comparativement à la population. Vous avez l'Autriche, vous avez la Tchéquie, vous avez la Suisse, qui est un pays modèle en matière de paix sociale, de vie sociale, et c'est un pays qui est fortement impacté, nous, avec ces pays-là. Alors l'Autriche mais l'Autriche a aussi les moyens, madame. L'Autriche peut mettre à disposition de tous ses enfants des tablettes, il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc on ne fait pas de comparaison. Nous ne fermerons les écoles que s'il y a, et experts le diront, que s'il y a une situation inquiétante. On va pas. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que fermer les écoles? Renvoyer les enfants chez eux? Oui, monsieur le ministre, on a compris l'idée. Vous disiez que la saturation touche surtout les grands centres urbains, les grandes villes actuellement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est uniquement une question de temps pour que la deuxième vague atteigne les autres régions? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui justement pour anticiper? Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire parce que... Si on suit un peu le schéma de la première vague, ça a commencé à Alger dans les grandes villes, ensuite ça s'est propagé un peu partout. Pas un peu partout. Un peu partout, beaucoup, dans certaines villes, mais un peu partout, très peu. C'est ce qu'il y a dans le pays. Il y a des conditions environnementales, sociales, de population, de densité de population, de dimension des wilayas, ou de peu de déplacements, de peu de rapprochements qui font que dans ces régions, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une autre explication liée à la nature des personnes ou à la nature vestimentaire ou alimentaire ou autre. Non, je pense que ces wilayas ont été épargnés au début, elles le demeurent maintenant.
ce sont les mêmes wilayas qui ont été épargnés, qui demeurent épargnés. Et on sait très bien, tous les spécialistes vous diront, pourquoi on dit la distanciation sociale, le port de masque, tout cela. Tout cela se rencontre dans les agglomérations. C'est dans les grandes villes, vous avez le tram, vous avez les bus, vous avez les cafés, vous avez cette densité de population qui se retrouve dans les marchés, dans les rues, sans se connaître et tout. C'est tout cela qui a fait que ça explose dans les grandes agglomérations, comme partout dans les grandes villes. Oui. Alors sur le terrain, la situation est alarmante, hein, on le disait au tout début de cette émission. Les hôpitaux explosent, le taux des admis en réanimation est important. On était à 3% au tout début de la pandémie, aujourd'hui on en est loin. Le taux des admis, donc des réanimations, est important. J'ai envie de revenir avec vous, Monsieur le Ministre, sur le nombre des décès. C'est une question aussi qui est posée par les téléspectateurs. Parfois, le comité scientifique déclare 17 décès par jour sur le territoire national, alors qu'un seul CHU peut enregistrer ce chiffre le jour même. Pourquoi les chiffres ne sont pas à jour, Monsieur le Ministre? Madame, en matière de chiffres, vous trouverez d'ailleurs la même chose un peu partout dans le monde. Parce que nous n'avons jamais autant lu que durant cette épidémie. Nous étions forcés de lire. Les chiffres sont les chiffres. S'il s'agit de chiffres de malades positifs, de malades infectés, les chiffres, madame, sont une tendance. Et je rappelle que quand la première vague, les chiffres étaient hauts, dans la société, dans les hôpitaux, dans les discours, la situation était aussi haute. Et quand ça s'est calmé pendant une certaine période, les chiffres aussi ont baissé. Et même la population a été un peu apaisée. Maintenant, ça remonte, les chiffres remontent et l'inquiétude remonte. Donc nous avons les mêmes paramètres. En mars, en avril, en septembre, en novembre, ce sont les mêmes paramètres. Maintenant, en matière de chiffres, il y a ceux qui ne se font pas tester. Alors, je reviens un peu pour atténuer un petit peu pour les décès. D'abord, nous, les chiffres, je précise ceci, qu'en vertu des textes et des recommandations de l'OMS, seuls ceux qui sont PCR confirmés sont véritablement, les autres sont on a les cas confirmés, les cas douteux et les cas suspects. Donc nous retenons les cas douteux. Maintenant, en matière de chiffres de décès, effectivement, il y a des décès de scanners qui sont probablement Covid, sans qu'ils le soient affirmés avec PCR. Vous savez, j'entends dire quelqu'un, comme on n'a donné que 10 décès, il y a tel qui est décédé dans telle région, telle autre, mais il faut aussi qu'il le remette dans le temps. C'est-à-dire que s'il parle de temps de décès, il y a un jour, il y a eu tant de décès, puis il y a 2 jours, il y a 3 jours. Nous aussi, les décès, si on prend les décès du jour et ceux d'hier et d'il y a 3 jours et de 4 jours, on va se retrouver à 60, 70 et on se rétablit. Pareil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nous, aujourd'hui, on a 20 décès. Hier, il y en a eu 15. Avant-hier, il y en a eu 15. 15 et 15, 30 et 20, ça fait 50. Celui qui vous parle, il vous dit comment on nous dit 20. Avant-hier, dans tel quartier, il y a peu. Avant-hier, voilà un petit peu. Mais effectivement, il est difficile pour n'importe quel département dans le pays de vous donner avec exactitude le nombre de voitures, le nombre de ceci, le nombre d'immeubles, les situations, parce qu'il n'y a pas de numérisation. Ceci dit, nous travaillons avec notre numérisation. Il y a des plateformes. Les chiffres que nous en donnons sont les chiffres qui nous sont donnés par les directions de la santé, de la population qui proviennent des hôpitaux et qui sont déclarés Covid PCR positif. Oui. Voilà. Alors j'en parlais au tout début de cette émission, la difficulté de se faire dépister, ou plutôt la difficulté de se faire diagnostiquer, parce que la question de la PCR, encore une fois, c'est une question qui est posée par de nombreux téléspectateurs. Les Algériens se font aujourd'hui dépister ou diagnostiquer dans le privé au prix fort, vous le savez, monsieur le ministre, minimum 12 000 dinars, parfois ça arrive jusqu'à 20 000 dinars. Alors pourquoi les prix ne sont pas aujourd'hui plafonnés et pourquoi les différents examens? Parce qu'il n'y a pas que la PCR, il y a aussi les scanners, et il y a toute la panoplie parfois des examens sanguins qui sont faits au privé. Pourquoi on ne pense pas à rembourser nos concitoyens? Alors je vous répondrai très simplement, sans trop entrer dans les détails. Cela tient à une nomenclature, une tarification qui date du début des années 80 qui n'a pas changé. Voilà.
Donc on ne sait pas. Et il est prévu un conseil interministériel très proche dans lequel le ministère du Travail, notre département et d'autres, on va analyser la situation et trouver une solution. Il est inadmissible, je le dis, et je mesure mes paroles, que des familles qui sont dans le besoin fassent des scanners ou des PCR à des prix qui défient toute logique, tout bon sens. Qu'est-ce que vous voulez dans pour le plafonnement, Monsieur le ministre, c'est pas possible. On l'a fait pour les masques, par exemple. Oh, ça n'a pas été fait pour les masques. Les masques, quand même, ils sont plus ou moins plafonnés. Aujourd'hui, ils sont cédés à 50 dinars. Bon. Nous avons un CIM, un conseil interministériel, qui va traiter de cette question. Je voudrais inviter le professeur Mansouri, vous pouvez lui dire, très rapidement, vous parler du scanner, très succinctement, de ce que vaut le scanner. Son utilité est indiscutable. Je voulais juste rappeler qu'au début de l'épidémie, on a eu une très forte pression. Une très forte pression qui a fait qu'il fallait absolument poser un diagnostic et mettre en route le traitement. Pourquoi mettre en route le traitement? Ce n'est pas uniquement pour guérir le malade, mais c'est pour protéger également l'environnement du malade. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre simple. Un chiffre simple. Au début de l'épidémie, les chiffres de réalisation en scanner étaient supérieurs à 1,5 fois les chiffres réalisés par la PCR, si ce n'est même 2 fois. Aujourd'hui, les chiffres diagnostiques par scanner sont de moitié ceux réalisés par la PCR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un équilibre qui a été mis en place par rapport à l'approche diagnostique. Je voudrais juste pour terminer rappeler que le scanner ne pose pas le diagnostic de la Covid. Il permet aujourd'hui d'affirmer le diagnostic de la Covid et il permet d'évaluer l'atteinte et il permet de suivre et de contrôler le malade. Donc c'est un outil, non seulement diagnostique, mais c'est un outil de suivi. Mais ce n'est pas un outil de certitude. La spécificité en matière diagnostique revient, nous le rappelons, à la PCR. À la RT-PCR quand elle est disponible, bien sûr. Alors pour les traitements, professeur Benbouzid, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question aussi qui est posée par les téléspectateurs, est-ce qu'on a abandonné le traitement à la chloroquine et pourquoi on n'a pas recours à la sérothérapie utilisée dans le traitement du président Trump? Bon, l'hydroxychloroquine, je vous dis d'abord qu'il n'y a pas de traitement de la ou du Covid. Il n'y a pas. C'est un virus, il n'y a pas d'antiviral. Il n'y a pas de traitement de la grippe. Il y a le vaccin. Et quand on a une grippe, on donne des médicaments pour renforcer l'immunité ou se renforcer pour faire face à ce que fait la grippe. Il n'y a pas. Donc, on a adopté le protocole hydroxychloroquine avec l'azithromycine, qui est un très bon antibiotique dédié essentiellement à la sphère respiratoire. Et on a rajouté les anticoagulants parce qu'on s'est rendu compte que les malades faisaient des problèmes donc, vasculaires, de coagulation, de coagulopathie. Et on a rajouté les corticoïdes qui sont de puissance anti-inflammatoire. À un certain moment, il y a une tempête inflammatoire. On est resté, il n'a pas été annulé. Maintenant que la majorité des malades sont asymptomatiques, beaucoup se font diagnostiquer, donc on ne prend pas l'hydroxychloroquine, ils prennent juste l'azithromycine qui est un antibiotique, craignant qu'il ne fasse une bronchite. Aussi, un autre élément qui est survenu à travers nos lectures et nos connaissances et tout, c'est que l'hydroxychloroquine ne serait efficace qu'en début de traitement. Voilà, donc elle n'est pas indispensable. Maintenant, quant à la sérothérapie. Alors, la sérothérapie, c'est prendre le sérum de quelqu'un qui a fait le Covid, qui a fait des anticorps et les donner à quelqu'un d'autre pour lui donner des anticorps. Bon, vous me donnez comme référence Trump, j'aurais souhaité que vous me donniez d'autres références, des références scientifiques. Je veux dire, pourquoi dans tel endroit, on a fait une série, n'est-ce pas, qui a donné des résultats. Là, je vous dirais, bon, là, vous me rappelez, je vais lire. Ça, c'est les questions des téléspectateurs. Hein. Oui, mais Trump a dit aussi autre chose. Alors, les téléspectateurs se rappellent quand Trump a demandé a dit qu'il pouvait même avaler, ou enfin, qu'il pouvait traiter par l'eau de Javel, c'est bien ça. Alors selon le syndicat... Un petit moment comme ça quand même.
Alors, selon le syndicat des praticiens de la santé, 10 000 contaminations sont recensées parmi le personnel médical, quelque chose comme 130 décès. Ce sont les chiffres du mois de novembre, Monsieur le Ministre. Le corps médical est endeuillé. On a perdu des sommités au cours de cette crise, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour protéger notre armée blanche? Certains médecins parlent surtout de l'indisponibilité des masques FFP2. Certains disent aussi qu'ils achètent les moyens de protection par leurs propres moyens. Madame, je saisis l'occasion. D'abord, pour tous ceux qui sont décédés. On a, parmi ceux qui sont décédés, des frères, des proches, des collègues, des frères. Donc nous nous joignons un petit peu à leur famille et nous avons une pensée pour eux. De la même manière que près de 10 000 du corps de la santé ont été infectés, mais c'est un cumul, ils ne sont pas tous malades. C'est depuis le début de la pandémie. Depuis le début, beaucoup sont guéris. Maintenant, et c'est aussi une occasion pour dire encore ma considération à nos collègues qui soient infirmiers, ambulanciers, enfin tout le corps de la santé, pour tous les efforts. Et j'ai eu d'ailleurs accompagné par les collègues l'occasion d'aller les voir sur le terrain, à Tindouf, à Tébessa, un peu partout, qui font un travail fabuleux. Ils sont vaillants, ils sont braves, ils sont courageux, ils n'ont rien demandé, ils se déploient là-bas, ils ne rentrent pas chez eux, ils prennent des sandwichs, ils prennent des risques. Lorsque vous allez les voir, vous les approchez, vous avez... Moi j'ai eu... je ne sais pas, je me suis senti, je me dis, c'est pas, il est là avec une combinaison, avec une visière, avec des lunettes, avec un masque. On a l'impression que le virus rôde et ils ont pris tous ces risques. Donc c'est toute la considération que nous avons pour eux et à chaque occasion on le dira. Maintenant, ce que nous avons constaté avec cette deuxième vague, c'est qu'il n'y a pas d'appel pour les moyens de protection. Là, vous me dites qu'il manque de masques. Quand on a eu l'accalmie, et je l'ai dit à plusieurs occasions, nous avons saisi... Vous dites que les masques FFP2 sont... Nous avons saisi l'occasion pour renforcer nos stocks sont renforcés, leurs stocks sont renforcés. Madame, je vous dis une chose, ça c'est la sagesse, je reconnais qu'il y a des problèmes. Je ne suis pas en train de trouver une échappatoire. Mais j'ai presque envie, pourquoi là où ça marche bien, on ne parle pas. Il est vrai que dans certains endroits, que le stock n'est plus, ou que celle qui distribue n'est pas là, ou celui qui... Et ça s'enflamme. Je rappelle que moi, j'étais chirurgien dans un établissement, il nous arrivait, dans l'établissement où j'étais, de rester 2-3 jours sans oxygène, parce qu'il n'a pas été livré. Il est vrai qu'il n'y avait pas d'urgence. Ça se traitait dans le calme. Maintenant, il suffit qu'il y ait un peu... Bon, je voudrais que les gens... Monsieur le ministre. Je comprends très bien. Je comprends ceux qui alertent. Je ne comprends pas ceux qui abusent, ceux qui exagèrent, ceux qui nous tapent dans le flanc, qui est le flanc de notre difficulté, de la situation que vit. On a plus besoin de gens qui... Et il y en a, ils sont seulement silencieux, c'est tout. Mais enfin, en matière de moyens de protection, il n'y a pas de problème. Du moins, au niveau de la pharmacie centrale, je peux vous assurer que toutes les demandes sont assurées, toutes les demandes sont concrétisées à partir de quelques secteurs de santé que ce soit. Monsieur le ministre, juste avant de commencer cet enregistrement, vous étiez en visioconférence avec des Russes, voilà, on le dit, pour le vaccin justement. Alors, il y a cette course au vaccin contre la Covid, les essais Pfizer, annoncés en grande pompe, ou encore les essais aussi russes et chinois qui sont bien avancés. Quel crédit accorder aujourd'hui aux annonces d'une efficacité à plus de 90%, un vaccin qui a été réalisé en un temps record, rappelons-le? Madame, vous répondez presque à la question. D'abord, quel crédit vous attribuez? Donc, il y a un doute. Et des vaccins faits en très peu de temps, je peux dire qu'un vaccin, c'est 5-10 ans. Le vaccin de la tuberculose, c'est plus de 20 ans. Celui de la rougeole, c'est plus de 9 ans. Ce n'est pas un vaccin, on lui demande deux choses. D'abord, sa capacité à produire chez l'individu qui le subit des anticorps. C'est destiné à le protéger. Et pour combien de temps? C'est bien de donner des anticorps. Bon, maintenant, on dit que les anticorps naturels liés à une infection par Covid, c'est 6 mois, 8 mois, c'est bien. Si ça reste dans 6 mois, on dira 1 an.
Donc, juste pour donner la parole à mes collègues ici, parce que je ne veux pas être le seul à parler, juste pour vous dire que c'est une espèce comment dirais-je, d'enchère, de course boursière, et vous vous rendez compte vous-même, les gens, les citoyens, tout simple, vous disent on a dit 90, et puis l'autre il dit j'ai 92%, et puis celui qui avait 90% passe à 80%, ils sont rejoints par quelqu'un. C'est quoi ces pourcentages avant d'avoir mis le vaccin sur le terrain? Un vaccin né, ce qu'il est, ne peut avoir l'accréditation que lorsqu'il est mis. Vous savez, juste une petite précision, phase 1, phase 2, ils sont en phase 3. Ils auront la phase 4, c'est-à-dire avec la mission. C'est la phase de pharmacovigilance. C'est-à-dire que c'est une phase où effectivement on met le marché sur le vaccin sur le terrain et c'est là où la veille augmente parce que des effets secondaires peuvent apparaître par la suite. Moi, professeur Hadjoul, il y a professeur Msbah aussi, qui est notre référence en matière de maladies infectieuses et par votre conseil. Professeur Msbah, vous êtes ministre, vous allez prendre la parole, ministre chargé de la réforme hospitalière. Alors on a fait un sondage sur les réseaux sociaux justement pour sonder un peu la température chez nos concitoyens. Les internautes ont répondu à la question « Allez-vous vous faire vacciner ?» On a eu quelque chose comme 88% de non, avec 4% de oui. Quel est votre commentaire? D'abord, je trouve que cette initiative est une bonne initiative. Parce que lancer une opération de cette envergure, on aura besoin effectivement de l'adhésion de la population. Et c'est pour ça que je vais prendre 2 minutes pour dire un peu quelle est l'approche du ministère de la Santé vis-à-vis de cette arme qui est puissante, mais qui doit être sûre et efficace, qu'est la vaccination. D'abord, ce que je dois dire, c'est que la vaccination est considérée, en ce qui concerne le Covid, puisqu'on parle de la Covid, comme une priorité de santé publique, au plus haut niveau de l'État, et j'entends par plus haut niveau de l'État, le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons, et la population doit être convaincue, la garantie que tous les moyens seront mobilisés pour acquérir ce vaccin et le mettre à la disposition de la population. Le deuxième élément, je voudrais insister, parce que c'est un moment de transparence vis-à-vis de la population, et la population a besoin de transparence. Et un des éléments nouveaux que nous avons introduits dans cette approche, c'est la transparence. Et des moments comme celui-là sont importants. Le deuxième élément, ça a été les principes recommandés par le comité scientifique. Que la vaccination sera une mesure supplémentaire dans la lutte contre le Covid. La question ne se passe pas ces termes-là. Je veux dire quoi? Qu'on fasse attention. Nous ne devons pas faire l'erreur de croire que lorsque le vaccin sera là ou arrivera, qu'on relâche les mesures de prévention que nous devons non seulement maintenir, soutenir et continuer. Le troisième élément, c'est que c'est une vaccination qui va se faire dans un contexte tout à fait différent. C'est un contexte spécifique et elle nécessite une approche spécifique. Ça va être une vaccination qui va se faire dans un contexte d'urgence, qui n'est pas habituel. Ça va être une vaccination qui va se faire dans un contexte limité d'approvisionnement. Ça veut dire, et tous les pays seront dans cette situation, n'auront pas tous au même moment les quantités voulues. Cela veut dire que c'est une vaccination qui va s'étaler dans le temps. Le troisième élément, qui est un élément tout aussi important concernant cette vaccination, c'est qu'elle ne va pas concerner une seule catégorie de la population, comme les vaccins que nous avons l'habitude de faire. Et donc, concerner différentes catégories des populations pour lesquelles il y a tout un travail qui va être fait. Est-ce qu'on a aujourd'hui un plan de vaccination? Alors, justement. Oui. Et là, l'approche du ministère de la Santé a été une double titre. Il y a le premier qui a été l'approche, c'est de positionner l'Algérie pour acquérir dans les meilleurs délais des vaccins sûrs et efficaces. Et là, le professeur Hadjoul dira un mot. Et le deuxième élément, et cette approche a été entamée déjà depuis le 6 août, pour vous dire que le processus de positionnement de l'Algérie vis-à-vis de l'acquisition des virus, des vaccins, a été depuis longtemps entamé, avec un principe absolu. Un vaccin sûr, un vaccin efficace, qui réponde aux normes, et j'insiste, et ça c'est une directive commande d'un comité scientifique, qui doit être homologué dans le pays d'origine, préqualifié par l'OMS, et homologué par les autorités en Algérie. Est-ce qu'on a aujourd'hui chez nous les moyens justement de confirmer une efficacité au niveau de l'IPA par exemple? Est-ce qu'on a les moyens de confirmer l'efficacité du vaccin? L'autorité qui est chargée
de l'enregistrement, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, avec l'appui du laboratoire de référence de l'IPA. Et je voudrais ajouter un autre élément, c'est que le plan est en cours d'élaboration depuis plus de 2 mois. Ce plan de vaccination, avec le comité technique, avec le comité scientifique et le comité technique de la vaccination du ministère de la Santé, élabore ce plan qui va, je veux dire juste les lignes directrices, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui est en train de être fait. Et non, c'est très important. Il consiste à identifier et à estimer toutes les populations éligibles à cette vaccination. Deuxièmement, à identifier, et ça a été lancé depuis, toutes nos capacités en matière de chaîne du froid, de conservation et de transport de nature, à répondre aux besoins dans le temps actuel, maintenant, avant d'attendre l'arrivée du vaccin. Donc la chaîne du froid va être un élément important et le processus, nous avons une grande expérience là-dessus. Mais il est important qu'on s'assure que partout cette chaîne du froid est respectée. Le troisième élément, c'est de s'assurer effectivement que tous les lieux de vaccination, et vous en savez combien il y en a en Algérie, ont maintenant tous les moyens nécessaires et au besoin effectivement être renforcés de nature à assurer la vaccination dans les conditions de sûreté optimales. Troisièmement, quatrièmement, une véritable politique de communication vis-à-vis des professionnels de la santé qui vont être me relais et vis-à-vis de la population. Et comme ça a été dit par mon ami Monsieur le ministre, et il y aura aussi une véritable stratégie dans ce plan vaccinal de surveillance de la vaccination. Oui. Voilà tous les éléments du plan national qui est en cours d'élaboration. Et le professeur Hadjoud va donner un peu sur cette stratégie. Wahiba, vous êtes DG de la pharmacie et équipement de santé au niveau du ministère. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui c'est la question de monsieur tout le monde, hein, oui. D'une date? Est-ce qu'on a une visibilité par rapport à l'acquisition de ce vaccin? Et quel est le vaccin justement qu'on va acquérir? Merci. De toutes les façons, ce dossier vaccin anti-Covid-19 revêt un caractère primordial et très très important en ce moment au sein du ministère de la Santé. Hein. Parce qu'en fait, comme il a dit Monsieur le ministre délégué, nous avons commencé à nous inquiéter au sujet de l'acquisition de ce vaccin, qui, doit-on le rappeler quand même, c'est la seule solution, c'est le seul produit qui arrivera à bout de cette pandémie. Il n'y a pas une autre solution. Et donc, depuis le mois d'août, nous avons signé un protocole, Monsieur le ministre de la Santé a signé un protocole de manifestation d'intérêt à un organisme qui est sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et qui est géré par le triptyque OMS, Gavi et CEPI, qui sont le CEPI et le Gavi, qui sont des organisations non gouvernementales, qui sont en charge de mettre en place un portefeuille aussi varié que possible en matière d'acquisition de vaccins. Donc de tous les candidats vaccins qui seront plus tard retenus. Et ça au profit de tous les pays, aussi bien les pays qui peuvent s'autofinancer que les pays qui sont un petit peu à revenus intermédiaires ou faibles, qui pourraient avoir de l'aide. Une aide financière, mais cofinancée, ce qu'on appelle un cofinancement. Seulement, donc, l'Algérie a opté, en fait, le ministère de la Santé a opté pour 2 voies, pour être sûr d'avoir le vaccin et le bon vaccin. C'est d'abord d'adhérer à cet mécanisme de COVAX qui justement se fait appeler aussi AMC, mécanisme AMC, c'est-à-dire la garantie de marché pour tous les pays, aussi bien les pays qui s'autofinancent que les pays qui sont cofinancés. Et aussi, nous avons entrepris une deuxième voie qui est la voie d'achat direct. On avait commencé pour cela, pour ce faire donc, Monsieur le ministre a reçu différents ambassadeurs des pays justement de ces qui comprennent donc les laboratoires producteurs et fabricants qui sont en avance, hein, qui sont arrivés à la phase 3. Il y en a 9 en tout, vaccins candidats, et vous avez 4 qui sont à la fin de la phase 3. Et donc bientôt qui ont demandé les autorisations réglementaires pour la mise sur le marché. Oui. Alors Monsieur le ministre, on ne sait pas encore pour la disponibilité de ce vaccin, on n'a pas de visibilité. Ça va prendre du temps en tout cas. Ça prendra le temps que ça prendra le même temps qui sera pris par d'autres pays. Nous lisons sur tel ou tel pays, ils avancent des dates, ils reculent, ils en avancent d'autres.
Donc nous restons dans une démarche très très prudentielle parce qu'il y a beaucoup de vaccins. Madame Hadjouj vous a dit le nombre de vaccins en phase 3 ou d'autres, les démarches que nous entreprendrions. Je suis assuré maintenant de l'avis de l'ensemble du comité scientifique, du comité vaccin, et on étudie à chaque fois. Et puis, on a cette sécurité COVAX, ce mécanisme COVAX qui fait que nous nous associons à un certain nombre de pays pour disposer tôt, à moindre prix, meilleure qualité, moins de risques et tout de ce vaccin. Donc il n'y a pas à ce jour, sauf quelques informations qui n'ont pas été vérifiées, de vaccination de masse. Les seules vaccinations qui ont été faites dans certains pays sont des vaccinations de phase 3, c'est-à-dire des vaccinations avec des volontaires. On annonce dans tel pays une vaccination à la fin de décembre, attendons décembre. Nous sommes en train d'étudier, nous avons eu aujourd'hui donc une visioconférence avec les Russes, nous avons eu aussi des tas de réunions avec des ambassadeurs, avec des firmes qui font le vaccin. Et nous sommes en train de voir selon nos compétences, selon l'Institut Pasteur, enfin toutes les compétences, et je pense que nous ferons, lorsque le temps viendra, le choix du meilleur vaccin pour notre population. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un quelconque doute, parce que nous ne sommes pas en arrière, nous ferons l'achat quand il faudra. Il y a aussi une autre question aussi qui est souvent répétée, les prix, etc. Non, il n'y a aucun problème. Tout vaccin qui sera un vaccin, comme l'a dit le professeur Msbah, accrédité par l'OMS, qui répondra à toutes les formes que nous demanderons, sera un vaccin qui sera mis à la disposition de notre population. Oui. Monsieur le ministre, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, il nous reste 5 minutes. Alors nous avons parlé essentiellement de la pandémie, mais on ne meurt pas finalement, ou malheureusement, que de Covid. Pendant la crise, il y a eu beaucoup de complications au niveau de nos hôpitaux, allant du pied diabétique à la crise cardiaque. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour la prise en charge des autres pathologies? Vous savez, vous avez un hôpital, il y a plusieurs services. Les services dédiés aux urgences sont restés les mêmes. Nous, on a dit, vous réduisez les activités qui ne sont pas urgentes. Dans un hôpital, il y a un chef de service, il y a un ensemble de collègues de médecins, il y a un conseil scientifique qui permet à l'ensemble des chefs de service de se concerter et d'établir eux-mêmes quelles sont les priorités. Donc nous n'avons dicté aucune conduite, sauf celles qui sont des conduites qui se feront au sein des hôpitaux. À part les urgences, voilà ce que nous souhaitons. Il est hors de question de sacrifier les urgences. Je ne peux pas croire que des urgences aient été sacrifiées pour la Covid. Voilà. Oui. Alors, on disait à l'instant, en parlant justement du vaccin, que le vaccin n'est pas suffisant à lui seul. Il ne pourra pas venir à bout de la pandémie. Un petit rappel peut-être à la fin de cette émission de l'importance justement de rester vigilant, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. On l'aurait fait de toute façon. On ne cesse de répéter que pour la Covid, il n'y a pas de traitement et que la seule façon de se protéger, c'est ce qui est unanimement, universellement répété, ce qui n'a pas varié depuis l'arrivée de cette épidémie, ce sont les mesures barrières. Ce virus pour lequel il n'y a pas on ne peut pas avoir une armure, une protection, se transmet par voie aérienne, donc c'est le masque. C'est le masque qui empêche, n'est-ce pas, si nous portons tous des masques, nous ne nous contaminerions pas. C'est le lavage répété des mains par des solutions, pourquoi? Parce que je peux postillonner sur la table, et je touche la table, je prends des virus et que je peux ramener chez moi, éviter de se serrer la main et tout. La distanciation, parce que lorsqu'on discute, lorsqu'on crie, lorsqu'on tousse, on éjecte aussi quand on est infecté. Donc voici, ce sont ces 3 mesures, mais celle qui est essentielle qu'on voit, parce que les autres, on ne les voit pas dans la rue. Se laver les mains, on ne voit pas. La distanciation est parfois difficile. Mais cela, je suis heureux de constater, mes collègues aussi, et hier, au cours d'une visioconférence, la majorité des Wali, donc à l'intérieur du pays, ce n'est pas seulement ce que nous observons à Alger, les gens commencent à porter les masques. Portons des masques
portant les masques, ce n'est rien, on s'y habitue. Ça nous permet de nous protéger, de protéger les autres et de protéger les enfants et de se protéger. Les masques, c'est indispensable. Voici le message, c'est nous tous et nous allons encore engager des actions sur le plan de la communication pour ces mesures barrières. Le message est clair, Monsieur le Ministre. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre à une partie, au moins, de vos questions. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.